Hey, salut tout le monde, c'est Félix qui vous parle pour l'émission des Exilés. Aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle série de capsules où je vais traiter d'histoire, de l'histoire du Québec, et plus particulièrement en fait de l'histoire de la relation entre, l'histoire des relations plutôt entre les Québécois et les Premières Nations. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? En fait, moi je suis un passionné d'histoire, et puis en tant que passionné d'histoire, je dois avouer que je commence à en avoir un petit peu plein mon casque de voir toutes sortes de mythes qui sont en train de s'imposer dans l'espace public à propos de notre histoire nationale. Et le premier des mythes que je vais essayer de démolir aujourd'hui, en fait, c'est cette idée-là que les Québécois vivraient sur des terres qui ont été dérobées aux Premières Nations. En fait, l'expression qu'on va entendre de plus en plus souvent ces temps-ci, ce serait que Montréal, par exemple, serait un territoire autochtone non cédé, voire un territoire mohawk non cédé. Et c'est une fausseté historique et c'est là-dessus que, en fait, la première capsule va porter. Juste avant qu'on commence, une petite précision. Moi, dans cette capsule-là, je vais vraiment me concentrer sur toute la période du régime français, la période de la Nouvelle-France, qui va jusqu'à la conquête en 1759. Je ne vais pas aborder des enjeux beaucoup plus récents dans l'histoire, comme par exemple quand il y a eu le développement hydroélectrique avec la baie James, avec les grands projets de barrage, tout ça, il y a eu certaines terres qui appartenaient aux Cris qui ont été inondées, ce qui pourrait s'apparenter à un vol de terrain. J'en parle pas parce que d'une part, en fait, ça a été fait à des fins d'exploitation économique, ça n'a pas été fait à des fins de peuplement, mais j'en parle pas aussi parce que sur cette question-là précise, qui est la question des cris de la baie James, il y a eu la paix des Braves en 2002 qui a quand même offert une large compensation financière aux cris, puis qui a offert aussi une meilleure autonomie politique, donc on peut considérer que c'est un peu de l'histoire ancienne, que le contentieux a été réglé et qu'on peut continuer d'avancer. Bon, maintenant on est parti. On considère que c'est Jacques Cartier qui est le découvreur de la Nouvelle-France, surtout avec son voyage de 1534. Mais c'est important de comprendre que Jacques Cartier n'a pas fondé aucune colonie durable en sol nord-américain. Jacques Cartier, c'est quelqu'un qui est important dans notre histoire parce que, bon, il a exploré, il a cartographié, il a nommé des lieux, il nous a appris d'en apprendre un peu plus sur les habitants originels de la Nouvelle-France, du territoire nord-américain, mais c'est pas quelqu'un qui peut être considéré à juste titre comme le fondateur de la Nouvelle-France. Celui à qui on doit faire cet honneur-là, c'est Samuel de Champlain. Dans ses récits de voyage, Jacques Cartier va mentionner l'existence de deux villages, celui de Stadacone qui est situé sur le territoire de l'actuelle ville de Québec, et celui de Hochelaga qui est situé sur le territoire de l'actuelle île de Montréal. Et les peuples qui habitent ces deux villages-là sont fort probablement d'origine iroquoienne, même si il y a encore une certaine controverse là-dessus, c'est un peu difficile d'en être absolument certain. Juste pour pas qu'il y ait d'ambiguïté à propos de tous ces termes-là, iroquois, iroquoien, iroquoisie, bon, il y a des gens qui s'en mêlent un petit peu là-dedans. C'est important de comprendre que l'Iroquoisie, ce n'est pas une nation. L'Iroquoisie, c'est une confédération de 5 peuples, et ces peuples-là conservent une certaine autonomie tout en gardant une alliance plus ou moins formelle. Quoi qu'il en soit, quand Samuel de Champlain va effectuer ses voyages en Amérique du Nord, il va découvrir que les villages dont Jacques Cartier parlait dans ses récits, c'est-à-dire Stadacone et Hochelaga, n'existent plus. Les peuples qui habitaient originellement ces lieux-là sont déjà partis d'eux-mêmes lorsque Samuel de Champlain arrive et fonde la Nouvelle-France. Donc, par conséquent, ni la fondation de la ville de Québec en 1608, ni la fondation de Montréal en 1642 ne peuvent être considérés à juste titre comme des vols de terre, puisque les habitants originels des lieux étaient déjà partis bien avant l'établissement des Français. D'où est-ce que peut venir le préjugé que les Français auraient volé quelque chose aux Iroquois? Ben, ça vient probablement du fait que pendant, en fait, presque un siècle, c'est-à-dire, bon, de la fondation de la Nouvelle-France jusqu'à la Grande Paix de Montréal en 1701, les Français et les Iroquois se sont fait la guerre. Après, bon, il faut nuancer tout de suite cette affirmation-là. Ça n'a pas été 100 ans de guerre continue, encore moins avec l'Iroquoisie au complet, parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'Iroquoisie, c'est pas un seul peuple, mais ce très long conflit-là a contribué à implanter l'idée que, à quelque part, les Français et les Iroquois seraient des ennemis naturels. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est, il est né où ce conflit-là? Quand Champlain arrive, il a besoin de tisser des alliances
avec les tribus locales. Les premiers qu'il va rencontrer, ça va être les Inuits, qu'on appelait à l'époque les Montagnais. Tout de suite après, ça va être les Algonquins et ensuite, ça va être les Hurons. Et ces trois nations-là forment ce qu'on a appelé à l'époque la coalition laurentienne, qui était en guerre avec l'Iroquoisie bien avant que les Français arrivent. 1603. Un conseil indien se tient aussitôt. Champlain observe avec curiosité les indigènes en face desquels il est subitement placé. Il note la cérémonie. L'un des Indiens, qui revient de France, se lève et parle le premier. Il décrit longuement à ses auditeurs le pays qu'il a visité. Enfin, il raconte une entrevue qu'il a eue avec le roi, Henri IV. Et, poursuit l'orateur, celui-ci voulait que tous les Algonquins s'assurassent que sa dite majesté leur voulait du bien et désirait peupler leurs terres et faire la paix avec leurs ennemis, qui sont les Iroquois, ou leur envoyer des forces pour les vaincre. Léopold Desrosiers, Iroquoisie, tome 1. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Hurons vont mettre comme condition à leur alliance avec les Français que Samuel de Champlain accepte de les accompagner à la guerre contre leurs ennemis iroquois. Et à ce moment-là, il va se produire un événement très important qui va être la bataille du lac Champlain. Parce que Champlain, étant donné que, bon, c'est que il avait son gros ego quand même, là, il a nommé le lac juste à côté de la bataille de son propre nom, tu sais. Oh, pas pire, Champlain. À la bataille, Champlain amène son arquebuse et tel un Légolas du 17e siècle, il va s'en servir pour tuer 3 Iroquois dès le début de l'engagement. Naturellement, les Iroquois, eux, n'ont jamais vu d'armes à feu de leur vie, donc c'est la panique dans leur rang. Ils s'enfuient, les Hurons et leurs alliés remportent la bataille et c'est le début de l'alliance franco-huronne. Par contre, les Français ne sont pas les seuls à débarquer en Amérique. Bon, déjà à l'époque, il y a les Espagnols et les Portugais qui contrôlent l'Amérique latine. Il va y avoir aussi en 1607, un peu plus au nord, la fondation de la ville de Jamestown qui va inaugurer le début de la Nouvelle-Angleterre. Et à partir de 1624, on va commencer à voir le peuplement de la Nouvelle-Hollande avec la fondation de New Amsterdam qui va devenir New York. À ce moment-là, qu'est-ce que les Iroquois vont faire? Bon, les Iroquois, ils sont pas plus caves que les autres. Ils se disent, si nos ennemis de la coalition laurentienne peuvent faire alliance avec les Français, commercer avec les Français et faire la guerre avec les Français, il n'y a absolument rien qui nous empêche, nous, d'essayer de faire la même chose avec d'autres puissances européennes qui sont en train de s'établir sur le continent. À partir de ce moment-là, ils vont aller voir les Hollandais, ils vont commencer à faire, à tisser des alliances avec eux. À l'époque, qu'est-ce qui fonctionne beaucoup? C'est la traite des fourrures. Les Européens sont friands des fourrures, ils sont prêts à les payer très cher et c'est là-dessus que le commerce entre Premières Nations et puissance européenne va se fonder. Au nord, qu'est-ce qu'on a? On a des tribus diverses, principalement algonquines, qui vont chasser pour les Hurons, qui eux traitent avec les Français. Les Hurons deviennent en quelque sorte les intermédiaires commerciaux des Français. Et puis plus au sud, en Iroquoisie, on a diverses tribus, principalement les Mohawks, qui chassent pour le compte des Hollandais. Sauf qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Amérindiens, qui auparavant chassaient uniquement pour leur subsistance, désormais chassent pour le profit. Donc ils chassent plus qu'avant, et donc les animaux à fourrure commencent à se raréfier, surtout sur le territoire de l'Iroquoisie. Il faut comprendre que le problème de l'Iroquoisie, c'est qu'elle est enclavée entre différentes nations qui lui valent pas forcément du bien. Au nord, il y a les Hurons, à l'est, il y a la Hollande, puis aussi les Mohicans un peu qui sont dans ce coin-là. Vers le sud, il y a d'autres tribus avec lesquelles ils ont parfois des relations plutôt difficiles. Donc bref, ils sont prisonniers et ils en viennent à la conclusion que s'ils veulent rester compétitifs dans le nouveau système de traite des fourrures qui est en train de s'implanter, ils doivent trouver le moyen de vaincre leurs compétiteurs et d'acquérir des nouveaux territoires. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir leurs alliés hollandais, ils vont leur demander de leur donner des fusils. Et c'est à ce moment-là que va se produire un des événements très tragiques de notre histoire nationale, c'est-à-dire la destruction de la Huronie. C'est à ce moment-là que les Jésuites, qui sont à l'époque un peu les administrateurs de la Nouvelle-France, si on veut, vont commettre une erreur capitale, une erreur tragique. Ils vont interdire aux commerçants de Nouvelle-France de vendre des armes à feu aux Hurons, sauf aux Hurons qui vont accepter de se convertir au catholicisme. Naturellement, la suite des choses n'est pas bien difficile à prédire. Les Hurons ne sont pas assez équipés pour faire face
à la puissance de feu des Iroquois qui, eux, n'ont pas oublié Légolas à la bataille du lac Champlain. Et ça va être un massacre. Les Iroquois génocident les Hurons et il va s'en falloir de très peu pour qu'ils ne nous massacrent pas nous aussi. Ça va prendre dans un premier temps le sacrifice de Dollard des Ormeaux qui, avec une poignée d'hommes français, Hurons et Algonquins, va en fait parvenir à stopper l'avancée d'une colonne d'Iroquois qui montait pour détruire la Nouvelle-France en 1660. Et ensuite, en 1665, l'arrivée du régiment de Carignan-Salière qui va vraiment installer une puissance militaire en Nouvelle-France et qui va dissuader les Iroquois de monter plus au nord pour nous transformer en échevins. Ce très triste événement-là, qui est la destruction de la Huronie, explique par ailleurs pourquoi le seul village huron qui subsiste aujourd'hui, c'est le village de Wendake, tout près de Québec. Parce qu'à la base, les Hurons ne sont pas du tout originaires de là, ils sont originaires des Grands Lacs ontariens. Mais devant l'avancée iroquoise qui les massacrait, logiquement, les survivants de la nation huronne sont allés trouver refuge tout près de leurs alliés, donc tout près des murailles de la ville de Québec. Tout à l'heure, j'ai abordé la question de la traite des fourrures. Maintenant, il faut se demander pourquoi est-ce que la traite des fourrures est aussi importante pour la Nouvelle-France. Et c'est que quand on regarde l'évolution des populations des colonies européennes en sol nord-américain, on se rend compte d'une chose, c'est que les populations de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Angleterre augmentent beaucoup plus vite que la population de la Nouvelle-France. Ce qui est très curieux puisqu'à l'époque, au début du 17e siècle, le royaume de France est 4 fois plus peuplé que le royaume d'Angleterre et 20 fois plus peuplé que la Hollande. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de Français qui viennent s'établir en Nouvelle-France? Ben, c'est que la couronne française n'est pas intéressée à faire une colonie de peuplement avec la Nouvelle-France. Pour eux, c'est une entreprise commerciale, c'est une entreprise missionnaire, mais ce n'est pas une entreprise de peuplement. Le roi ne peut convenir de tout le raisonnement que vous faites sur les moyens de former du Canada un grand et puissant État. Trouvant divers obstacles, il ne serait pas de la prudence de dépeupler son royaume comme il faudrait faire pour peupler le Canada. Lettre de 1668 de Jean-Baptiste Colbert, ministre des Colonies, adressée à Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ben, il faut comprendre que ces sociétés-là en sont pas au même niveau de développement. À l'époque, c'est-à-dire au début du 17e siècle, le royaume français est encore très archaïque. C'est encore un royaume qui est constitué majoritairement de petits paysans qui vivent du produit de leur terre et qui vivent dans une sorte de quasi-autarcie. En Angleterre, on est déjà rendu beaucoup plus loin dans l'évolution des choses. En Angleterre, il y a eu ce qu'on a appelé le phénomène des enclosures, qui fait en sorte que toutes les propriétés terriennes, paysannes, sont en train d'être centralisées et que c'est des grands propriétaires qui prennent le contrôle de tous les lopins, ce qui fait que les petits paysans plus pauvres se retrouvent, pour ainsi dire, à la rue. Donc on a tout un paquet de gens qui ne savent pas trop quoi faire, qui se retrouvent dans les villes anglaises, mais on est avant la révolution industrielle. Donc, il n'y a pas encore l'établissement des grandes usines, des grandes manufactures qui vont nécessiter l'arrivée de ces travailleurs-là, l'arrivée de ces bras-là. Donc, la seule solution qui reste finalement, c'est de shipper ces pauvres Anglais-là de l'autre côté de l'Atlantique et de leur dire « allez vous débrouiller là-bas ». En gros, si la Nouvelle-France veut survivre face à l'arrivée massive de colons anglais et de colons hollandais, elle n'a pas le choix de s'allier aux Premières Nations et elle n'a pas le choix de la traite des fourrures pour ce faire. Et il faut dire que tout le réseau d'alliances diplomatiques que les Français vont réussir à tisser avec diverses nations va être un franc succès puisque à son apogée, la Nouvelle-France s'étend du Labrador jusqu'à la Louisiane. Et combien de Français vont être nécessaires pour peupler cet immense territoire-là? Eh bien, à leur apogée, ils vont être 70 000, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la population de la ville de Granby. On s'entend que la théorie selon laquelle nos ancêtres auraient volé les terres des Premières Nations commence à prendre l'eau un petit peu, parce que si on avait voulu vraiment conquérir ce territoire-là et le coloniser, il aurait fallu beaucoup plus de gens que ça. En fait, l'essentiel de la colonisation à proprement parler va se dérouler sur les berges Saint-Laurent, là où il n'y a personne. En fait, les tribus servaient plutôt d'intermédiaires dans l'affrontement qui opposait l'Empire commercial français depuis Québec et l'Empire commercial hollandais depuis Fort-Orange. Ce premier type de guerre se prolongea jusqu'à l'élimination de la puissance française en Amérique en 1760.
Mais il y eut un deuxième type d'affrontement, les guerres de colonisation. Celles-ci ont permis à une population de souche européenne de déloger des sociétés autochtones. Ce deuxième type de guerre n'eut pas lieu en Nouvelle-France car la vallée du Bas-Saint-Laurent, de Montréal vers Laval, avait déjà été dépeuplée durant la deuxième moitié du 16e siècle sous l'effet conjugué des guerres intertribales, d'un éventuel refroidissement climatique et des épidémies. Si les Français se sont installés dans un coin de pays vide, il en va tout autrement des Hollandais et des Anglais. Denis Delage, de Pays renversé. Naturellement, cette expansion continue du territoire de la Nouvelle-France va avoir des conséquences sur les voisins. Dans le cas de la Nouvelle-Angleterre, comme on l'a dit, leur population augmente très vite et l'immensité du territoire contrôlé par les Français fait en sorte que la Nouvelle-Angleterre se retrouve engoncée dans des frontières très étroites. Et bon, ça va avoir toutes sortes de conséquences tragiques. Dans un premier temps, les Anglais vont commettre des massacres des populations qui habitent sur ces territoires-là. Et dans un deuxième temps, ils vont tout simplement se livrer à la conquête de leurs concurrents. Ils vont annexer la Nouvelle-Hollande en 1674 et en 1759, à la fin de la guerre de 7 ans, ils vont conquérir la Nouvelle-France. Donc voilà, on en arrive déjà à la conclusion de cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que je vous ai appris des choses, j'espère que je vous ai intéressé et j'espère aussi que j'aurai réussi à faire en sorte que dorénavant vous allez vous méfier un peu des chroniqueurs patentés qui racontent absolument toutes sortes de faussetés sur notre histoire nationale. Je conclus en vous incitant à aller liker notre page Facebook des Exilés, à vous inscrire aussi à notre channel YouTube qui est l'Oxydé Québec, comme ça vous allez être au courant de toutes les vidéos qu'on va faire et je prévois d'ailleurs faire une suite à cette vidéo-là, faire des suites, continuer à parler de l'histoire des Premières Nations. Donc je vous dis à la prochaine, merci beaucoup, portez-vous bien.